Je vais partager avec vous l'expérience à travers quelques cas de pratiques qu'on a vécues dans le service. La pratique de l'échographie en réanimation à l'hôpital d'enfants date du début de l'année 2000. Elle était essentiellement cardiaque, à visée hémodynamique. Et depuis 2018, on s'est intéressé à la pose de cathé écho-guidé et à l'échographie thoracique. Donc l'échographie est devenue un outil qui en passe de supplanter les techniques classiques. J'entends par là le stéthoscope, la radiographie de thorax. Elle est réalisée par, non pas par un radiologue, mais par le clinicien pour répondre à une question bien précise d'ordre diagnostique ou pour poser essentiellement un cathéter. Donc, étant donné que chez le nouveau-né, l'exploration par des techniques invasives est très limitée, contrairement à l'adulte ou en pédiatrie, donc l'ultrason a trouvé une place importante. Et en 2020, c'est devenu il y a eu des guidelines, des recommandations pédiatriques et néonatales par l'ESPNIC. Donc, le premier volet, ça va être le rôle de l'échographie dans la pose et la vérification des cathéters posés en néonatologie. Et là, tout d'abord, c'est la pose d'un cathéter épikétunéo-cave. Vous savez très bien que réaliser une radiographie thorax, c'est certes irradiant, et parfois on ne voit pas très bien le bout du cathéter. Et maintenant, en temps réel, on s'aide de l'échographie, et vous avez ici, en coupe sagittale, la veine cave supérieure par laquelle pénètre le cathéter épikétunéo-cave, et on arrive à déterminer exactement quelle est la distance ou la longueur à retirer du cathéter et s'assurer bien qu'il est en position centrale. Pour le cathéter veineux ombilical, on réalise une échographie là en coupe petit axe avec le ventricule droit, la valve tricuspide, le catéVO qui arrive et qu'on peut retirer de la distance qui est en plus, et on le voit ici en vidéo. Donc ça, c'est beaucoup mieux qu'une radiographie, c'est beaucoup plus précis et ça nous évite de se retrouver avec des cathéters un peu trop enfoncés ou bien des cathéters courts. Et ça nous aide également, j'insiste auprès de mes collègues énormément de faire cette échographie avant de poser le cathéter veineux ombilical pour vérifier que le ductus venosus est perméable. Ici, on a le cathéter, la veine ombilicale, le sinus portal, la veine portale gauche, droite, et là en couleur, vous avez le ductus venosus qui se jette au niveau du système cave et de l'oreille droite. Et ainsi, on peut, au lieu d'aller poser un cathéter et buter si le ductus venosus est thrombosé ou fermé. Alors, ça nous aide également à poser parce que tout le monde, les néonatologues ici présents, posent un cathéter veineux ombilical dans le temps et ça bute et on fait des manœuvres, on appuie sur le foie, on tire, on fait plusieurs manœuvres où on fait introduire un deuxième cathéter et un premier et puis un deuxième pour s'assurer qu'il passe au niveau central. Excusez-moi. Voilà, donc ici vous avez la veine ombilicale, le cathé, le sinus portal,
et là, le cathéter qui passe au niveau du ductus venosus après avoir passé le sinus portal. Et là, on est sûr que le cathéter est central et on va pouvoir le positionner tel que je vous l'ai montré sur la diapo précédente. Alors, en néonatologie, c'est vrai que les néonatologues, moi j'ai une formation de réanimateur pédiatre polyvalente et on a beaucoup plus la facilité de poser des cathéters au niveau du système cave supérieur et et grâce à mon ami Moaz Zied Marchewi, qui est venu, qui est passé dans le service, qui est de Bicêtre, qui nous a montré comment poser les cathéters éco-guidés au niveau de la veine brachiale, donc souvent du côté gauche. Et ce qu'on fait au niveau du cou, on repère la veine par une coupe transversale, la veine jugulaire, là c'est l'artère, puis on descend jusqu'au ras du cou, jusqu'à la clavicule, et on dégage la veine brachiale en changeant d'axe, et on va ponctionner. Ici, vous voyez que l'aiguille commence à pénétrer pour arriver jusqu'à cette veine-là, tout en évidant le dôme pleural. Et voilà l'aiguille qui est presque arrivée au niveau de la veine brachiale. Et donc là, la veine brachiale est ponctionnée. Et on est sûr qu'il n'y a pas eu d'accident tel qu'un pneumothorax ou un hémothorax. Si bien que les jeunes actuellement ne savent plus poser un cathéter à l'aveugle, c'est-à-dire selon les repères anatomiques tels qu'on l'a appris au départ. Maintenant, après les cathéters, l'hypoxémie chez un nouveau-né, ça c'est un nouveau-né qui est venu, né par césarienne, qui est en détresse respiratoire, qui avait une hypoxémie réfractaire. On fait l'écho, on s'aperçoit qu'il a des gros vaisseaux, l'artère pulmonaire et l'aorte qui sont en parallèle, et on s'assure que le gros vaisseau qui sort du VG et se bifurque, c'est une artère pulmonaire. On pose le diagnostic de transpo des gros vaisseaux qu'on peut faire, et puis c'est le cardiologue qui va le confirmer certainement. Devant un état de choc, ça c'est l'observation d'un bébé de 37 semaines qui est admis pour détresse respiratoire, agitation de vie alors qu'il avait un cathéter veineux ombilical qui n'a pas été vérifié à l'échographie, et il est en état de choc, c'était brutal. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'il y a un épanchement péricardique, ça c'est le ventricule droit qui est à l'étroit, et on ponctionne cet épanchement péricardique sous contrôle écho, et on voit bien que l'épanchement péricardique a bien régressé. Maintenant, vous êtes en face d'un bébé qui est un nouveau-né à terme de 3,8 kg. On était obligé de le ventiler par ventilation à haute fréquence avec des pressions moyennes qui sont élevées de 22 en raison de cette hypoxémie. Les tensions artérielles s'altèrent, d'après vous, en regardant cette vidéo. Quel est le premier geste à faire? Ça c'est vrai, il faut le remplir, mais avant tout réduire la pression moyenne, parce que la pression moyenne est le paramètre le plus important qui conditionne le retour veineux au cœur. Avec une pression moyenne élevée, le retour veineux est vraiment réduit. Nouveau-né de mère diabétique, hypotendu, avec une échographie, avec ce septum qui est énorme, et une cavité qui est cardiaque du VG qui est réduite, qui est à l'étroit.
Évidemment, chez ce patient, avec cet écho, s'il est en hypotension, il ne faut pas le fouetter, il faut arrêter immédiatement les inotropes qui vont accélérer la fréquence cardiaque davantage et réduire énormément le temps de la diastole, donc du remplissage du ventricule gauche, à l'origine de cet état de choc. Et puis, devant un bébé qui a une hypertension artérielle pulmonaire, et en ayant à l'esprit que la pression artérielle pulmonaire est égale au produit du débit du VD et des résistances vasculaires pulmonaires auxquelles on rajoute la pression de l'oreillette gauche, on va pouvoir savoir est-ce qu'on est devant une HTAP avec augmentation des résistances, telle qu'au cours d'une inhalation méconiale, ou bien en rapport avec une augmentation du débit, telle qu'au cours des malformations artério-veineuses, ou bien avec une dysfonction du VG. Et là, c'est l'exemple d'une inhalation méconiale avec un VD qui est très dilaté, ça veut dire qui est défaillant, qui pousse sur le septum, une HTAP de 90 mm, voire plus. Et là, c'est évident, c'est une post-charge très élevée qui fait dilater le ventricule droit, donc c'est des résistances vasculaires pulmonaires qui sont élevées. L'autre exemple, c'est un ventricule gauche qui est joufflu, qui est très dilaté, qui se contracte très mal, avec une HTAP à 50. C'est une pression post-capillaire très élevée. Et puis là, un canal artériel qui est très dilaté, c'est un shunt gauche-droite avec un hyperdébit, une oreillette gauche qui est très dilatée, qui fait 2 fois le canal, l'aorte, et donc là, c'est une HTAP en rapport avec un hyperdébit. Et puis, je vais terminer rapidement. Ça, c'est une infection néonatale bactérienne chez un bébé qui pèse 4 kg, chez qui on a isolé au prélèvement trachéal et à l'hémoculture un streptocoque B. Mais avant d'avoir le résultat de la bactériologie, on avait à l'échographie thoracique cet aspect, c'est consolidation, qui était hautement évocatrice dans ce contexte-là d'une infection néonatale bactérienne précoce, et on l'a suspecté sur cet aspect échographique qu'on ne voyait pas sur la radiographie de thorax. Et puis, tout le monde a eu affaire à des nouveau-nés à terme qui sont nés par césarienne. Avec cette radio-là, est-ce que c'est une maladie des membranes hyalines ou pas? C'est toujours la discussion. Certains disent que c'est une petite MMH, d'autres disent que c'est plutôt une DRT, mais avec l'échographie, avec une atteinte bilatérale symétrique, des consolidations sous-pleurales de petite taille, tout ceci est étendu à tout le poumon, on est sûr que c'est une maladie des membranes hyalines. Voilà, j'ai terminé. Ce sont les exemples que je voulais partager avec vous.